Murder and wine. Des meurtres et du vin. Bonsoir. And welcome. Here we go. Again. Est-ce qu'on fait ça? Tout l'épisode, on le fait comme ça? OK, again, épisode 17. Des meurtres. Et du vin. Avec vous ce soir. Alors là, pourquoi vous je pouvez fais ma voix entendre mon petit garçon qui saute du plafond, tombé. apparemment. Du deuxième étage, mine de rien. Pourquoi je fais une voix d'animateur de fête foraine à chaque fois? Alors, j'ai pas été à assez de fêtes foraines pour vraiment savoir quelle était cette voix. C'est parti. J'aurais pensé que c'était plus du sud. Et bonsoir, tu sais. Un peu plus animé comme voix. Là, c'était assez sexe pour un animateur de fête foraine. Ah ouais, t'as trouvé? Bah putain. Bon, c'est pas ça le but. On est là pour quoi? Non. À part, on n'est pas parti sur un épisode sexual des meurtres du vin. Sexual? Ah si, dans l'histoire, si. Hein. C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est tu as vrai? enfin choisi une histoire Sexual. et dégoûtante. Tu vas être contente. Ouais. Et il a mis le couteau dans le vagin. Oui, il a fait ça. Beaucoup, c'est agréable. Souvent ça. Hein. Pas très agréable, non. J'ai même pas mon propre histoire, on n'a même pas commencé, je suis dégoûtée. Bon, raconte-moi un peu ta vie avant de ça. Alors, ma vie, écoute, ça va plutôt bien, à part que j'ai dû décaler notre enregistrement parce que j'avais la gueule de bois. Oui, tu avais trouvé un vin que tu aimais plus que le vin. que la normale, n'est-ce pas? Voilà, et moi je reçois un texto le matin alors qu'on devrait se voir le soir, genre je vais pas pouvoir, j'ai la gueule de bois monstrueuse. Et j'ai dit remets-toi au lit. Voilà, donc parce que je suis une bonne copine. Mes remèdes étaient Coca, Beyond Meat Burger de Sam's Burger à Montpellier. À Montpellier, si vous êtes de Montpellier, je vous conseille trop bon. Fois 1 million. Et Beyond Meat, c'est la viande végétarienne en fait, mais on dirait pas et c'est très bon. C'est trop bon. Je pourrais en manger tous les jours, j'adore ça. Donc voilà, sinon à part ça, j'ai fait un petit trip en Pologne il y a pas longtemps pour le boulot en hiver. Donc, on n'est pas encore en hiver, hein, je te signale. Mais bon. Si tu n'as pas vu l'URSS dans les années 80, j'avais l'impression d'y être, j'étais là. Oui, il paraît que c'est assez... C'est glauque quand même, hein, l'histoire. Surtout que je n'étais pas dans une grande ville. J'étais dans une petite ville. J'étais à Zaglebi. Ça te dit quelque chose? Je sais pas pourquoi je pose la question. Genre, Zaglebi, je connais Krakow et enfin, des grands... On a volé de Krakow et on était à Sosnowiec. Sosnowiec, tu dis bien, hein? Ça, je sais, je suis polonaise. Tu es toutes les langues. C'est ça. Donc, c'était un peu particulier. Mais en tout cas, le fait que tu dises qu'on est en hiver, ça... On n'est pas en hiver. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. On est complètement en hiver. C'est l'automne. Il fait froid. On entame notre double bouteille. Vous connaissez, c'est comme le double fisting, mais en bouteille de vin. Charlotte, arrête avec des trucs. Vraiment, je vous assure, en vrai, elle dit jamais des trucs dégoûtants, cradasses comme ça. Et là, pour le podcast, elle nous sort tout. C'est parce que j'aime voir ta tête et je me dis que ta réaction est pour toujours enregistrée. Terrible. Et d'ailleurs, parlons du vin rouge, Sarah. Non, mais c'est beaucoup plus soft que ça. En fait, Charlotte n'aime pas le vin rouge, tout simplement. Et moi, on est arrivé en hiver. Moi, j'aime bien boire plutôt du vin rouge. Et le voir sur ton t-shirt? Oui, visiblement. Oui, parce qu'on a arrêté d'enregistrer, on a dû revenir. Oui, Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que, boum, à cause de Bruno, voilà, super. Bruno, notre ingé son, nous a dit que le plus problématique, c'était quand on repose les verres. Alors, moi, voulant bien faire, parce que je suis bonne élève, je me suis dit, mais je garde mon verre à la main et c'est pas grave. Mais en fait, je parle beaucoup avec mes mains comme une italienne. Et du coup, c'était pas du tout la bonne solution. Non. Je portais un pullover blanc. Et avec du vin rouge. Oui, mais peu importe. Voilà, c'est vrai que le vin rouge, il cause un peu plus de dégâts que le vin blanc, on est d'accord. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme le peanut butter et jelly, tu sais, quand tu fais tomber, il tombe toujours du côté du truc. Je crois que je fais jamais tomber un verre quand c'est du blanc. Mais c'est que quand c'est du rouge que ça se renverse sur le canapé. Blanc. Non, toi, t'as un canapé bon, mais moi, vert clair, mais ça n'a pas aidé non plus. Mais que ça se renverse sur quelque chose de clair. De toute façon, toi, t'as un canapé qui est pas pour les enfants, hein, même pas pour toi. Hein. C'est pour ça que je les ai montrés chez moi. Oui, mais bon, toi aussi, tu as tendance à renverser souvent. Je suis peut-être plus clumsy qu'un enfant. Ouais, maladroite, elle veut dire par là, chers auditeurs. Merci. Ah, si tu faisais mon la traduction, tu fais mon Duolingo. Je suis ton ChatGPT. ChatGPT. Bon. Sinon, tu sais ce que j'ai vu il y a pas longtemps, ce que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, et je me suis dit putain, faut que je le garde pour l'épisode. Tu connais les Darwin Awards? Oui.
Ah putain, je connaissais pas. Mais c'est vieux. Mais je connaissais Tu pas. viens juste d'apprendre Mais ça. oui. Mon préféré, une année. Alors, les Darwin Awards, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un prix qui est donné tous les ans pour quelqu'un qui est mort dans des circonstances complètement ridicules, dans le plus stupide possible. Et moi, mon préféré, c'était quand même un gars qui a attaché, je sais pas combien de ballons avec de l'hélium sur sa chaise longe de jardin, avec un pack de bière et qui est allé flotter dans l'air et qui est jamais revenu. Darwin. Moi, Ils font évoluer notre espèce, si vous voulez. ouais, mais c'est des gens qui se reproduisent malheureusement, tu vois. Darwin Awards. Moi, là, il m'a parlé et je trouvais ça génial. Un mec qui a joué à la roulette russe. Donc, vous connaissez tous le principe de la roulette russe, sauf que lui, il a joué avec un automatique. Ah oui, j'avoue qu'il est en tête de gondole, lui, pour gagner. C'est ça. Et un notaire de 39 ans est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres à ses étudiants. Ah, je l'avais déjà entendu cette histoire. Son coup d'épaule sortit la vitre de son casque. Mais parce qu'il l'avait déjà fait à plusieurs reprises avant. En fait, il le faisait à chaque fois. C'était son petit coup de vente, quoi. Et en fait, ce vitre-là, il a trop pris. Ouais. Oh, c'est chaud. Ouais. Ah, t'as plein de trucs tués par sa maladresse. Ça aurait pu être moi, c'est toi, ouais. Un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. C'est horrible. Après, j'aurais pu faire ça aussi, hein. T'as pas tes clés, tu tentes tout, quoi. Mais... C'est horrible. Enfin, mort à cause d'un timbrement quand un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait un timbre et il l'a ouvert. Oh my God. Oui, ça c'est haut. Ça c'est bien. Oh, mais qui c'est qui m'écrit? Ted Kaczynski. Ça serait Zab. Comment on ouvre cette brique de lait? Ou ce boîte de céréales, quoi. Voilà. Oh, on l'aime. Ouais. Alors, c'est tout. Moi, je voulais parler d'un truc parce que je t'ai dit que j'en parlais seulement en podcast parce qu'en fait, alors le Instagram, c'est que Charlotte qui le gère ou toute autre plateforme. D'ailleurs, franchement, j'y mets du mien parce que c'est dur. Non, mais c'est très bien ce que tu fais, c'est drôle. C'est pas mon truc à la base, mais je me régale, mais c'est pas facile. Et comme je veux la soutenir, j'ai téléchargé, parce que moi, je suis très anti réseaux sociaux. Je vais plus sur, peu importe, il n'y en a pas un seul. Et j'ai quand même téléchargé Instagram pour aller voir ce qu'il fait Charlotte. Mais comme toute personne, TDAH, rentrer bien dans le truc, je me fais piéger. Alors, je te signale que j'ai déjà acheté Wonderskin, le truc violet, là, pour les lèvres. J'en ai 2. Ça dure pas 12 heures, hein, pour ceux qui m'écoutent. Déjà, tu as l'air vraiment con dans une toilette ou une salle de bain quelque part avec tes lèvres violettes en cherchant du PQ pour l'enlever. Parce que, voilà. Après, dès que tu manges, ça s'enlève comme tous les trucs. Mais c'est vrai que pendant qu'il est posé, il est assez joli. Mais ça dure pas 12 heures. Donc, mal pendu. J'ai déjà acheté, autre chose. Je sais même pas quoi. Enfin, franchement, je suis presque en train de vouloir acheter d'autres trucs. Les pubs, c'est quand même c'est horrible. Je me suis fait niquer par une pub Instagram. Je pense que j'aurai jamais mon produit. Ah oui, non, mais je sais même pas si j'aurai le produit. Enfin, moi, des trucs que j'ai commandés, je les ai eus. Mais après, ils sont pas géniaux. Mais c'est juste que tu es assommé à chaque truc. Et c'est dur de résister parce qu'avec leurs algorithmes, ils savent exactement le contenu que tu veux regarder. Donc, moi, c'est des mimes un peu à la con. Et les rouges à lèvres permanents. Ben, oui. Et donc, du coup, voilà. J'ai acheté 2 trucs déjà qui sont complètement bêtes. Et dans l'autre truc, je sais même plus ce que c'est. J'ai oublié de ça pousse à l'achat alors que c'est nul à chier. Moi, je t'avoue, je suis en attente de 3 trucs, hein, quand même. Donc, ouais, là, tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais moi aussi, j'étais là, merde. Et il suffit que tu boives un petit coup et t'es là, j'aime beaucoup. Ça nous arrive jamais. Jamais. Moi, ça m'étonne vraiment. Ah oui, le shopping quand t'as bu un verre, c'est horrible. C'est connu. Horrible. C'est vraiment, on devrait passer un éthylotest avant de pouvoir mettre tes codes de carte de bleu. Ils avaient pas fait ça avec un téléphone à un moment pour le débloquer, tu devais passer un éthylotest. Oui. C'est bien, ça serait bien, ça. Genre, je vais appeler mon ex. Juste pour accéder au PayPal ou au Apple Pay, tu vois. Comme ça, tu peux pas. Clair. Parce que là, je sais pas, enfin, j'attends. Déjà, il fallait que je me rappelle. Allez, vas-y, c'est quoi? Une huile. Alors, elle va dire plein de trucs dégoûtants, mais elle va pas dire ce qu'elle a acheté sur Insta. Alors, une huile pour les cheveux. Ça va, mais parce que la fille... Ah, t'as pas été chopée par le shampoing sec riz? Non. Ah, merde. Non, parce que la fille, elle avait des cheveux superbes. J'étais, je veux ça. Tu m'étonnes. Mais moi, je veux ça. Surtout bourrée, t'es là, t'as tes cheveux, ils sont en espèce de nid d'oiseau. Et un bustier, un espèce de bustier un peu lingerie. Et j'étais là, je me vois bien maintenant en décembre, enfin, pas du tout en décembre, avec ça, sur le dos. On est le 13 novembre, au plus précis. J'ai froid. Laissez-moi tranquille. Elle est frileuse. Et
Et je l'ai noté, tu vois, je me suis même fait une note. Parce moi, que je il sais fallait- même pas ce que c'était le Mais ouais, deuxième parce truc. que Mais en bon, fait, je me suis dit, ça qu'est-ce que m'énerve, j'ai ça acheté? pousse à l'achat, donc je te dis tout de suite, je vais le resupprimer parce que Oh non! je suis trop pris dans le truc et tu m'enverras comme tu fais sur Signal, Non, c'est bien. les reels ou les trucs que tu as fait et que tu fais très bien et je suis très fière de toi. Mais J'étais c'est sûre. trop néfaste. D'ailleurs, si vous voulez maintenant nous suivre sur TikTok, j'ai envie de dire on est, mais quand je dis On est des ados. c'est clair. Je suis sur TikTok, voilà. Parce que bon, merde. Non, on est sur TikTok, des meurtres et du vin. Et j'apprends encore à utiliser TikTok, donc soyez généreux et soyez pas trop exigeants. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci. Au revoir. Bon, mais c'est bien. Ouais. Et donc, on fait notre rappel de série Netflix ou on passe au vin, on passe au meurtre? Moi, j'ai vu plusieurs trucs là en ce moment que j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a parlé des Beckham? Oui, on a parlé des Beckham. Oui, on a parlé des Beckham, ouais. Je me refais The Crown, donc on s'en fout. Parce que j'ai jamais vu ça. Trop bien. Ouais, non, j'ai jamais vu. Et, vas-y. T'as regardé Robbie Williams? Non. Ah, il y en a un comme de Beckham, mais Robbie Williams qui vient de sortir. Ah oui! C'est assez touchant. Bon, après, il est très honnête, hein. Ouais. Mais il y a plusieurs documentaires qui commencent à sortir sur des personnes célibataires, non, célèbres. Pas célibataires. Tu me dis un Tinder sur Netflix. Ouais. Salut, je m'appelle Jean-Paul. Jean-Piol. J'ai hésité avec ton Tinder. Oui, d'accord. Donc, Jean-Piol. Bon, je comprends tout de suite ce que tu veux. Je m'attends à un dick pic direct. Donc, non, c'est des célébrités ou des sportifs, etc. On parle de leur santé mentale. Et beaucoup du documentaire pour le cas de Robbie Williams, moi, je suis pas fortement fan de Robbie Williams, mais forcément, j'étais vivante et c'était un énorme star. C'était assez intéressant de regarder quand il parle, il a une crise de panique. En fait, après un concert, c'est vraiment très touchant et très honnête. Ouais. La manière, parce qu'en gros, il va regarder des vidéos de sa vie, parce que tout ça a été filmé, et il va le commenter tout au long. Et donc, il va dire que, voilà, là, j'étais exposé drogue, alcool, là, ça allait, mais j'avais des crises de panique. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Donc, je trouvais ça, c'est pour quelqu'un qui a grandi, qui a traversé les années 90 et 2000, c'est forcément intéressant. En parlant de drogue et de personnes qui nous ont donné un peu des détails de leur carrière avec la drogue, Chandler. Non, mais je suis pas prête si on peut en parler. Je suis pas prête. En fait, on est des fans de Friends qui nous a accompagnés depuis toujours. On a un groupe d'amis, on se sort gros fans. Chandler est mort, c'est impossible. Chandler pour moi c'est Friends. Enfin, ah ouais. Enfin, ils sont tous Friends, mais Chandler, je pense qu'il y a une sorte de rythme et un humour que tout le monde reconnaît. Je suis d'accord. Avec Ross. Une des derniers entretiens qu'il a fait, bon, tout le monde a entendu ça déjà, mais quand il a dit en fait. Quand je vais mourir, on sera surpris mais pas choqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il avait vraiment compris en fait. C'est triste. Et je pense, j'ai mis justement sur mon Kindle son livre à lire parce que j'avais écouté un podcast qui un peu résume, mais elles sont un peu méchantes les filles qui font ce podcast. Et du coup, j'ai envie de le lire pour moi-même parce que, en fait, pour lui, vraiment, sa vie, c'était plus se battre contre l'addiction que sa carrière de comédien. Carrière d'acteur. Ça, c'est sûr et certain. Bah, d'ailleurs, il a dit, j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi. Alors oui, on va parler de Friends, mais pour toutes les actions que j'ai fait contre l'addiction, etc., parce qu'il était complètement clair là-dessus. Et d'ailleurs, il disait, dans son livre, apparemment, il dit que, et là, moi, je me refais Friends depuis la saison 1, et là, je suis à la saison 3, et il a le book. Oui. Tu sais, et il dit, pour une note pour mes lecteurs, à chaque fois que j'ai le book dans Friends, c'est que je suis sous opiacé. Ok. Et donc, du coup, ça te fait voir, ça te fait voir vraiment. Après, tu le vois aussi parce qu'il pèse 50 kilos. Il pèse 50 kilos tout mouillé. Donc voilà. Voilà, donc Chandler, R.I.P., parti trop tôt, petit ange. Grave. On t'aime. Can you be an infinier? No, you can't. Voilà. Enfin, bref, j'ai vu pas mal de trucs qui sont super sympas. Après, moi, je me suis abonnée récemment à Canal. Parce que les prix de Netflix sont devenus tellement exorbitants pour 2 comptes, genre 18-19 € pour 35, t'as Canal, Disney, donc bon. Mais c'est cool parce qu'il y a pas mal de trucs en plus à regarder, surtout les documentaires que tu sais, je suis très friande. Et je me suis refait, parce que Zav avait jamais vu,
les séries documentaires. Donc, il y a une 3e saison que je n'ai pas encore regardée, mais Ewan McGregor et Charlie Boorman, et ils adorent la moto. Et en fait, ils font la première saison, c'est Long Way Round. Donc, ils partent de Londres, ils traversent l'Europe, Kazakhstan, l'Ukraine, la Russie, enfin, c'est ouf, jusqu'au Canada, les États-Unis. Enfin, ils font le tour du globe, Long Way Round. Ok. Et après... Mais attends, la Terre est ronde? N'est-ce pas? Je comprends pas. Oui, fait, alors, ils ont the commencé flat la Earth moto. episode isn't yet. On essaie justement de les mettre de notre côté avant de leur annoncer qu'on croit que la Terre est plate. Ils ont commencé à rouler en moto et vu que la Terre est plate, on ne les a jamais revus. Il y a un moment, il y a un maire, ils ont pris un avion, certes, mais ils ont fait ce qui était le plus possible à faire en moto. Ah, c'est génial. Et après, la 2e saison, c'est Long Way Down. Donc, ils partent en haut de l'Écosse jusqu'en haut de l'Afrique du Sud. Okay. Et c'est génial, quoi. C'est des 2 mecs hyper passionnés par la moto, rencontrer des communautés. Enfin, c'est vraiment bien fait. Ça, je le recommande à 100%. Ok. Donc ça, c'était notre petit coin recommandation visuelle. Et vu que nous, on n'a pas des têtes pour la télé. Non. Radio voices. No, faces. We've got radio faces. Well, mais la voix aussi, parce que la voix, ça passe. Toi, oui, moi, non, clairement. Non, c'est pas vrai que quand je commence à rire. Eh ben voilà, écoute, maintenant, j'ai envie de parler de sang. Non, d'abord, on va parler à Marie. Oh, Marie, maman. Alors, on va chacun faire notre vin. Alors, oui, c'est vrai. Moi, j'ai pris, donc, pour mon premier rouge avec le podcast, j'ai pris mon rouge, qui est mon rouge d'affection. C'est celui que j'aime boire. Voilà, quand j'ai envie d'un verre de soir. C'est comme si on montrait à une caméra qui n'est pas là. On est toutes là. Oui, c'est vrai. On se regarde. Vous ne verrez pas, on est très jolis en montrant des bouteilles de vin à notre micro. Là. Donc, moi, c'est les Hortes du Loup, un Pic Saint-Loup, pour changer. Qu'on a eu en blanc dans un épisode précédent. Et c'est Murmure d'automne. Et ce vin-là, enfin, franchement, il est top. Je l'adore. Si on a trop envie de boire un verre de plus, t'as pas trop mal à la tête de main, même pas du tout. Ce qui est très avantageux à un certain âge. Voilà. Alors moi, je suis pas dans le même registre parce que vu que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et que j'ai pas eu le temps de passer par mes cavistes de prédilection, je suis passée au tabac presse. Attention, de mon village. Du village de ça. Alors, attention, il y a le primeur, le boucher et le tabac presse, ils vendent tous du vin, mais le meilleur vin, c'est le tabagiste. C'est bizarre, c'est comme ça. J'ai jamais eu un boucher qui vendait du vin, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce village. Le boucher, il vend du vin. Voilà, donc moi, je suis sur j'ai pas trop eu le choix, donc sur un domaine au Courchamp, et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière, c'est très succinct. Il y a marqué, en gros, le blanc, donc c'est au cas où tu n'as pas vu que c'était du blanc, du au Courchamp. En très gros dessous, tu as 20 paysans, merci bien. Donc il n'y a pas d'AOP. Voilà, pas de... c'est ça. Pays d'Oc. Donc, Pays d'Oc, mise en bouteille au domaine, bisous. Alors, c'est du Saint-Christophe, pas très loin. Il est très bu dans ces coins-là. Voilà. C'est un vin, il faut un blanc, un rouge, un rosé. Voilà. C'est correct. Les prix sont très honnêtes. C'est correct. C'est correct. J'ai dit correct ou correct? Non, c'est moi qui dis correct. Et comme, vous vous doutez, vu le ton de nos tons. Ça, c'est la faute à Xavier. On devait commencer sans boire. Voilà, donc c'est toujours la faute d'un homme, j'ai envie de vous dire. Donc ce sera ce genre de podcast. Alors... Voilà, attendez. Et est-ce qu'on fait encore un bruit de bouche? Ça, c'était pas ma bouche. Hein. Non, ça aurait été vachement bien réussi. Hein. Attends, encore, hop. Non, j'ai rien fait là, non? Non. Ouais, bien. Yes. Tu le fais bien. Hein. Ouais, je sais. Parmi ces multiples talents. Bruit de bouche, c'est sur mon CV. Go. Alors, je vais commencer? As usual. Donc, comme j'ai dit, j'ai choisi pour la première fois vraiment une histoire que pour moi, je trouve très, très dérangeante. Donc, je suis tellement fière de toi. Tu blossom d'une caterpillar, tu es devenu un papillon. Non, je vais jamais devenir un papillon, plutôt un papillon de nuit. C'est moins joli, on a moins envie qu'il rentre dans la maison. Mais quel poète! On est beaucoup plus dérangé. Voilà. Et je nique les vêtements. Alors, c'est rigolo parce que cette histoire, je la connais depuis longtemps parce que elle est vraiment choquante, elle est dérangeante. Donc, je pense que les gens, comme souvent nos histoires, quand on en raconte, il y en a certains, Toy Box Killer, dont tu retiens parce que c'est pervers. Et cette histoire en fait partie. Et c'est rigolo parce que je m'attendais, dans toutes ces semaines qu'on a fait des podcasts, à ce que tu la fasses. Et tu l'as pas faite. Donc, non, mais j'y vais. J'adore le jugement, super. Je pensais qu'on était amis, mais pour toi. Ken and Barbie Killer. Oh yes, in Canada. Voilà. Oui, tout à fait. J'adore cette histoire, elle est horrible. Voilà, donc c'est la mort horrible de Tammy Homolka, la première victime des tueurs de Ken et Barbie. Bon, je parle de toutes les victimes, mais on parle beaucoup de celle-là. Donc,
Ken et Barbie Killers, qui c'est? Donc, on commence avec Paul Bernardo, qui est né en 1964. C'est le plus jeune enfant d'un couple malheureux, parce que les couples heureux font pas de tueurs en série. Jusque-là. Donc, le père de Paul sera trouvé coupable d'être un peeping Tom. Tu sais, le mec qui regarde dans les fenêtres des femmes et qui les... Ouais. C'est aussi un pédophile. Ah, sympa. Il a été accusé d'avoir fait des touchements à une fille et puis il maltraite forcément sa femme, la mère de Paul, verbalement. Il traite de big fat cow, pig et tout autre joli nom. Donc la mère de Paul va vivre dans le sous-sol de leur maison pour éviter les rencontres avec son mari. Wow. Voilà. Donc Paul était décrit comme un enfant heureux, mais quand il va partir dans les scouts, on va dire, il adore faire les feux. Alors quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que moi, pour être scout, pour moi c'était le but en fait, faire des feux. Ben les gars, vous m'avez dit de prendre 2 bâtons et de les frotter. Non, apparemment ça inquiète. Ah bon? Il aime vraiment faire des feux. Genre il aime trop. Il aime trop, voilà, même trop pour les scouts quoi. Tu vois le niveau très élevé. Ben à partir du moment où il a brûlé le camp. Donc à 16 ans, il apprend que son père en fait n'est pas son père biologique. Comme Ted Bundy mais pour sa mère. Voilà, et donc là il fait la chose très logique d'un tueur en série, c'est-à-dire la faute c'est qui? C'est sa mère. Donc, comme il a vu aussi son père maltraiter sa mère depuis toutes les années, ben ça va de soi qu'il va faire pareil, il va commencer à la traiter de pute et tout le tralala. Super. Donc, je savais pas ça sur son éducation, je savais pas, sa famille. Il y aura des choses que tu sauras pas. Nice. Donc, après le lycée, il va commencer à travailler pour un style un peu MLM. Tu vois ce que c'est? Non. C'est online marketing. En fait, c'est comme un truc de pyramide. Tu sais, de la vente, vendeur, voilà. Donc, ils prennent des gens qui n'ont zéro expérience. Et en fait, il faut juste qu'ils soient acharnés. Voilà. Donc, mais bon, ils poussent à l'achat. C'est Instagram en réel. Ils s'arrêtent pas, ils manipulent. Et là, ils commencent à utiliser ces techniques, entre guillemets, pour draguer. Alors, quand il commence à aller à l'université, il va vraiment montrer tous les signes d'un psychopathe. Il est charmant, poli, mais hyper manipulateur. Il a des relations avec des filles qui durent que 3 jours, mais même dans ce laps de temps, il arrive quand même à menacer quelques filles de mort, tu vois. Tu vois le genre de truc. Donc, voilà. Très possessif, très... C'est ça. Donc ça, c'est Paul. Après, on a Carla. Et Carla, donc, qui est-elle? Elle est née donc en 1970. C'est aussi la fille d'un vendeur alcoolo. Elle a 2 jeunes sœurs. Là aussi, le père alcoolique, lui aussi, vit dans le sous-sol. Alors, soit c'est un truc canadien en famille dysfonctionnelle, ou c'est juste, a weird thing. Ces deux personnes qui vont se rencontrer. Quand la mère de Carla va savoir que le père, il a une relation extramaritale, elle va inviter l'autre femme pour faire un threesome. Et donc tu vois un peu le truc tumultueux, malsain dans lequel vivent ces 2 enfants, hein, Paul et Carla. Ils baignent dans un truc malsain, ce qui est toujours le début naissante de toute bonne personne équilibrée. N'est-ce pas? Voilà, Carla, c'est une fille compliquée. Elle est bonne élève, mais elle est manique, sans forcément de diagnostic. Elle aura plusieurs tentatives de suicide, des choses comme ça. Donc, en mai 1987, donc là, c'est des ados, hein, Paul et Carla. Là, une femme de 21 ans va sortir du bus, elle sera suivie d'un homme qui va la violer. Pendant les prochaines 13 mois, cela va continuer et cet homme va violemment violer différentes femmes de toutes les manières, parce que ça s'entend dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec un couteau. Cet homme approche toujours les femmes par derrière, donc elles ne peuvent jamais le décrire complètement en disant simplement des trucs comme grand et blond, ce qui est, ma foi, pas très explicatif. Du coup, le FBI est rapidement impliqué dans l'affaire pour faire un profil. Donc, eux, ils font un profil et ils disent que ça doit être un jeune, il doit être du coin, il doit vivre ici. C'est un sadiste. Il est très indépendant, par contre, il vit par ses propres moyens, il n'est pas attaché de ses parents, etc. Donc ça, c'est le seul profil qu'ils ont à ce stade. J'adore les profils de FBI. Tu l'as dit dans le dernier épisode, je savais que tu allais adorer. Alors, une jeune fille va être violée, et là, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que des personnes voisines vont entendre et ne rien faire. Alors, je dis juste cette partie de l'histoire parce que ça me change totalement mon stéréotype des Canadiens.
Oui, j'avoue. Ils sont censés être sorry. hello, sorry, hyper gentils. Et là, par contre, quand la télé est allumée le soir, ils sont à l'intérieur, il fait froid quand même. Il y a Céline Dion qui passe au prime time, et là, Tu bouges pas. Non. Donc là, ce qui va se passer, c'est quoi? Ben, la police, il va donc dire aux filles de faire attention si elles prennent le bus, parce que c'est ça va solutionner. Ils vont même aller, et ça m'a vachement énervé, ils vont aller aussi loin que d'instaurer un couvre-feu pour les femmes, mais pas les mecs qui violent. Ben tu vois, moi, non, les mecs, vous restez tout à la maison. Oui. Les femmes circulent en liberté parce qu'elles sont pas en train de violer. Non, c'est les femmes qui doivent rester chez elles. Parce que, encore une fois. De toute façon, c'est toujours la même chose. Genre, quand il y a des choses qui se passent, c'est genre, ne sors pas le soir, en fait. C'est, tu te l'attires. T'attires le problème. C'est ça. Donc, par contre, le système de transport public va mettre un truc en place que je trouve assez cool. En gros, les femmes, quand elles sont dans le bus, elles peuvent demander l'arrêt quand elles veulent. Donc, c'est devant chez moi, ting-tong, tu me déposes là. Et ça, je trouve ça génial. Souvent, les villes qui mettent ça en place, alors il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand il se passe un truc comme ça, quand il y a un serial, soit violeur, soit tueur, et elles mettent ça en place. Vraiment, genre, le conducteur du bus, il va à ta porte. C'est dommage qu'on ne fait pas ça tout le temps. Hein. Ouais, c'est logique. Bon, ça sera un peu plus long. Donc, cette même année que ces viols sont en train de se passer, en 1987, Carla va rencontrer Paul dans un bar d'un hôtel où elle loge. Et 2 heures plus tard, ils sont dans sa chambre. Évidemment. Voilà. Et les deux avaient ce qui semblait être, on va décrire comme une attraction magnétique ou cosmique même. Instamment romantique. Hein. Instamment romantique. Oh my God. La famille de Carla, au début, adore Paul, bien qu'au bout d'un an, elle va quand même dévoiler qu'il la maltraite et elle va quand même pas le quitter. Donc, Paul, bien que forcément, comme tout bon psychopathe, il est extérieurement charmant, est le violeur de Scarborough. Donc, le violeur de toutes ces femmes. Donc, pendant ces 13 mois, donc entre 87 et 88, il va attaquer 11 femmes à Scarborough, au Canada. On dit qu'il a révélé quand même ses actes à Carla, mais qu'il le laisse faire et d'autres disent qu'il va l'encourager. Donc, c'est là on commence à voir 2 histoires qui se... Il faut bien qu'il ait un hobby. Ben voilà, il n'aime pas le bullying. Oui, voilà. Il faut qu'il s'épanouisse, mon mari. Donc, en 90, un sketch, un croquis du visage de Paul va sortir. Et là, les collègues de travail de Paul vont le reconnaître et appeler la police. Donc, Paul se présente à la police. Il est tout gentil, tout poli. Il offre même son ADN. Donc, il faut des tests de salive, de cheveux, etc., etc. Et ces tests vont rester en attente du labo pendant... There you go. Je sais que c'était genre, mais ça arrive souvent, ça c'est horrible. 2 ans, 3 ans. 2 ans. Ouais. Tu vois juste. C'est affreux. Mais et moi, c'est là où je me demande si les tueurs ou les violeurs attendent pas ça, tu sais. Encore une fois, on est encore sur une histoire des années 80-90. C'était tout à fait autre chose. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut les faire un peu plus rapidement. Au bout de 11 viols, on va pas attendre 2 ans de faire c'est à le test. partir du 13e que tu y vas plus vite. Voilà. C'est écrit dans la loi. Hein. Juste, il était pas loin. Alors, 12 viols, 6 mois de prison. On attend 3 ans pour essayer de le choper. À partir de 13 viols... Là, 13 viols, c'est abusé. Voilà. Donc, dans tout ça, forcément, Paul peut juste intensifier sa relation avec Carla. Donc, il continue à se voir. Et là, le regard de Paul va se tourner vers Tammy Homolka, donc la sœur de Carla. Alors, petite sœur. La petite sœur. Carla, c'est la grande sœur. Elle a une autre sœur qui s'appelle Laura. Alors, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc, apparemment, il se serait plaint, ce cher Paul, que Carla n'était pas vierge lorsqu'il l'a rencontrée. Oh, c'est trop dur, la vie. Hein. Mais, il lui aurait parfois dit, je m'appelle Tammy, j'ai 15 ans, je suis ta vierge et je veux t'épouser pour essayer de faire en sorte de roleplay de ta petite sœur. Ça me dégoûte. Mais bientôt, forcément, le fantasme ne va pas suffire à Paul. Et Carla dira plus tard que Paul avait décidé qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec Tammy et qu'il avait décidé que la seule façon de coucher avec elle était de la droguer. Donc, Carla plus tard va quand même affirmer qu'elle était totalement contre l'idée, mais elle a accepté de laisser Paul avoir des relations sexuelles avec sa sœur Tammy après avoir être épuisé par toutes ces menaces et ces violences. Bien que certains avaient dit que Carla aurait plutôt fait l'inverse, elle a offert sa sœur en cadeau à Paul. Carla a insisté que non, c'était bien l'idée de Paul.
Donc, elle témoigne qu'ils avaient choisi le 23 décembre 90 comme le jour de l'attaque. Il a dit, c'est le jour où je veux faire ça serait un super cadeau de Noël pour moi. De Noël. Carla a dit de Noël, pardon. Oui. Noël, j'ai dit. Noël. Quand je le lis, j'ai un truc qui se fait entre la tête, je le dis pas, enfin, je l'entends après, hein, c'est honteux. Donc Carla aurait dit, j'ai pleuré, je l'ai supplié de ne pas le faire. Il a dit, non, nous le faisons et c'est tout. Non, nous le faisons et c'est tout. Avec la même voix, c'est exactement sa voix. Alors, après la fête de Noël en famille, Carla et Paul, ils mettent du Valium dans le eggnog, le lait de poule et de rhum de Ouais, on Tammy. n'a pas ça en France. Non, c'est dégoûtant. Et Vous avez raison. parce que c'est horrible. Tammy va s'évanouir. Là, Paul va la violer et ils enregistrent toute l'agression avec sa caméra vidéo. Yeah. Carla a ensuite pris un chiffon imbibé de Halotan. C'est un anesthésique qu'elle aurait volé à l'hôpital vétérinaire où elle travaille. Elle met sur la bouche de sa sœur. Et là, Paul va exiger que Carla ait aussi des relations sexuelles avec sa sœur. Elle va le faire. Et pour rappel, tout ça est filmé. Donc, leur plan prend une tournure un peu mortelle puisque Tammy va pas survivre. Elle commence à vomir et à s'étouffer. Carla et Paul vont paniquer, ils vont quand même appeler le 911, mais il était trop tard et elle est décédée, Tammy, le 24 décembre, quelques jours seulement après ses 16 ans. Quelle horreur. Là, on aurait pu s'arrêter là avec Paul et Carla, mais malheureusement, vu la manière dont ça se passe avec sa sœur, son copain, sa petite sœur, les médecins, ils vont dire que la mort de Tammy est un accident résultant d'une intoxication alcoolique. Et donc là, Paul et Carla sont complètement libres de tuer à nouveau et ils vont le faire. Ça, je m'en souvenais pas. Ouais. Je pensais qu'ils avaient été arrêtés après ça. Non, ils ont continué. Donc ça, c'est un accident, la mort de Tammy. Oh, mais quelle honte! Voilà. Donc, ils vont prendre une petite pause en restant discrets, genre 6 mois. Mais le 15 juin 91, ils vont enlever leur deuxième victime, Leslie Mahaffey, 14 ans. Paul va la kidnapper, la ramener à la maison, la violer pendant des heures sous le regard de Carla, qui filme tout. Carla a dit que Paul a ramené Leslie comme une surprise pour elle. Les deux vont accuser l'autre de l'avoir étouffé à mort, donc ne pas s'accuser personnellement. Ensuite, ils vont découper son cadavre, l'enterrer dans du ciment et le jeter dans le lac Gibson à Ontario, pas très loin. Le corps de Mahaffey ou les restes de son corps sont découverts quelques jours plus tard, le 29 juin, qui est le jour même du mariage de Paul et de Carla dans une église catholique. Alors là, tu vas regarder les photos, parce que vraiment, quand tu regardes aussi les Kelly Barbie Killers, tu comprends pourquoi le nom, parce qu'ils sont beaux comme tout. Oui. Pour les années 80, et c'est moche comme tous les années 80. Mais bon, pour les années 80, ils étaient pas mal. Et puis, c'est des blancs, c'est des blonds. C'est vraiment Ben et Cargie. C'est vraiment... Tu vois, ça aurait fait moins de ventes, ça s'appelait Cargie, pas Barbie. Hein. Qui veut un petit Cargie? C'est Ben et Cargie, donc c'est Ken et Barbie. Waouh! Ouh, dur là. C'est pas facile. Ton histoire qui arrive. À toi bien, je gère. Donc, voilà, moi je trouve ces détails choquants. En fait, ils retrouvent le corps le jour même, enfin 2 semaines, 10 jours avant leur mariage, même pas, ils sont en train de tuer, de découper un corps, de la violer, enfin c'est hard. C'est cadeau de mariage. Voilà, donc les photos du couple, le jour de leur mariage, n'offrent aucun indice qu'ils ont fait ça. Hein, ils ont l'air vraiment... Non, c'est le bonheur. Voilà. Mais les photos ne révèlent pas non plus les abus que Paul inflige apparemment envers Carla, qui ne cesse de s'aggraver. Donc là, Carla va raconter qu'il était violent mentalement, physiquement, qu'il a fait dormir par terre. Malgré tout ça, les soi-disant tueurs Ken et Barbie vont encore tuer. Paul, il va demander souvent de l'aide à Carla pour inviter des jeunes filles chez eux. C'est souvent des amis d'ailleurs de sa sœur Tammy. Oh là là. Il va les droguer, il va les violer. Ça, c'est affreux. Ils vont tout filmer à chaque fois. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de ces filles ne savaient pas que ça s'est passé et elles vont l'apprendre beaucoup plus tard quand la police va enfin mettre les mains sur ces cassettes. Avec les actes filmés. Comme le Toy Box. C'est ça. Oh, ça c'est
horrible. Tu vois Quand comment j'ai évolué pour te raconter cette histoire? Je suis tellement fière de toi. Ouais. Donc, le 16 avril 92, Carla va attirer Kristen French, 15 ans, vers sa voiture sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour savoir où elle allait, sur sa route, quoi. Et Paul va l'attraper, ils vont l'amener chez elle, et puis, baby, ils font leur petit MO. Là, par contre, il y a les témoins qui voient la voiture, mais ils décrivent une voiture qui n'est pas celle de Paul, donc ils vont pas tout de suite retrouver. Le lien, ouais. Voilà. Là, Paul avait donné de nombreuses raisons à Carla de le quitter. Il a tué sa sœur, on va commencer avec ça. Bon, je pense que c'est Ou une bonne soi-disant. raison, hein. Il la maltraite. Elle est enfin partie en janvier 93 lorsqu'il a tellement battu avec une lampe torche qu'elle a les côtes cassées, des bleus partout. Elle va aux urgences et ensuite elle aménage chez ses parents. Elle a noté qu'elle a essayé de trouver des cassettes vidéo avant de partir, mais elle n'a pas réussi à les trouver. Il les avait cachées. Ce qui arrive aussi doublement parlant, donc je trouve ça un peu louche ou suspect. C'est que le même janvier 93 que Carla décide enfin de le quitter, et ben on va enfin le retour les résultats du labo. Et l'ADN, il y a forcément un match. Positive. Donc là, Carla est amenée par la police, et ils l'ont fait descendre à la poste de police, mais eux, ils pensent pas du tout que Carla est impliquée. Ils pensent avoir trouvé Paul, le violeur en série. C'est tout. Et qui vont interroger sa femme pour avoir des preuves et lui révéler quelque chose. Mais on est que sur le violeur, là. Ils ne savent pas que Carla est impliquée dans tout ça. Donc, Carla va aller les voir, elle va leur parler. À la suite de l'interrogation, elle va voir son oncle qui est avocat. Et là, elle va dévoiler l'affaire. Et là, l'avocat, il dit... L'oncle, il dit... Avocat, pardon, je suis un peu en C'est un oncle ou un avocat? C'est les deux? Non, elle va voir son oncle et lui dévoile l'affaire et lui dit d'avoir un avocat. Mais peut-être qu'il est oncle aussi, c'est peut-être pour ça que je m'embrouille les pinceaux. L'avocat, peut-être l'oncle de quelqu'un. Peut-être. Merde. Donc là, Carla, elle va tout dire. Elle va faire tout ça forcément en échange de l'immunité ou d'une sentence très, très, très réduite. Ouais. Elle va admettre les meurtres et va déclarer que Paul l'avait obligée à l'aider. Elle va dire des phrases type « Si je n'éteins pas complètement le robinet d'eau, il me frappera. Si je ne disais pas la bonne chose, il me frapperait. Il me tenait des couteaux sur la gorge. Il me disait que je ferais mieux de surveiller mes arrières. Il a dit « Surveille toujours vos arrières avec moi. » Il a été violent physiquement et verbalement. Elle a dit à la police qu'il suffit de trouver les cassettes pour avoir la vérité. Et ça va prendre 71 jours. Ce qui est pas... Je pensais plus, tu vois. Ouais, mais quand même, dans tout ça, ils vont pas réussir à les retrouver. Ils vont fuyer la maison pendant ces 71 jours sans les trouver. Et dans ce laps de temps, Carla sera condamnée, à 2 fois 12 ans de prison en raison de sa coopération. OK. Mais... peu de temps après, donc ils ont toujours pas retrouvé les cassettes, et c'est une autre époque, ça va un peu plus vite, et là, le premier avocat de Paul, il va démissionner. Et là, surprise, alors qu'on retrouvait pas les cassettes, c'est parce que les avocats les avaient, et il va les donner au nouvel avocat, qui lui va faire la chose correcte, en les donnant à la police. Oh, c'est là où tu vois qu'il y a un souci quand même. Mais j'ai déjà vu des trucs sur ce genre de situation. Ouais. Et là, quand la police, par contre, va regarder les cassettes, il voit que l'histoire de Carla, qui dit que Paul est à 100% coupable, est à 100% mensongère. Parce que Carla, non seulement elle participe, elle le fait joyeusement. Carla, tu déconnes? Ouais. Et là, ils réalisent qu'ils ont fait un deal avec un diable, quoi. En gros. Ouais. Donc, le 18 mai 95, la défense de Paul va employer la défense qu'on appelle Yoko Ono. Paul était juste un simple violeur. Pourquoi Yoko Ono, elle a violé qui? Yoko Ono, c'est la faute d'elle qu'elle habitait, elles sont pas là. Tout était sa faute, Yoko Ono. Oui, c'est elle qui a causé c'est la faute des femmes. Donc là, encore une fois, c'est pas la faute de Paul. Lui, avant, c'était un violeur avant. En même temps, mais avec Carla, il est devenu meurtrier. Mais est-ce que tu as vu les vidéos de Yoko Ono qui hurle dans un micro? Mais c'est horrible. Pendant que George Harrison, il fait genre... Est-ce que t'as pas regardé sur Disney quand tout le truc qui a fait par Jackman ou Phil Jackson? Ah si, les cassettes où ils ont enregistré l'album avec les Beatles. Ah oui, non, j'ai pas vu. C'est magique à voir. Ouais. C'est très, très beau. Et ben, tu vois que c'est que des grandes personnalités. John a été shooté à l'héroïne à H24. Ouais. Paul était un peu insistant, le petit chien qui aboie. Enfin, voilà, c'est compliqué. Toi qui connais bien le milieu de la musique, c'est compliqué d'être en groupe. Oui. C'est une petite famille qui dysfonctionne, quoi. Donc, mais pas comme Ben et Karki. Non, Cargie.
Quirky, tu le rechanges, quoi. On va pas nous suivre. Quirky. Donc là, Paul était juste un simple violeur, mais avec Carla est devenu tueur. Bon, on va la condamner à prison à vie sans pouvoir sortir avant 25 ans. Donc, ça fait en 2025. Ça s'approche à grands pas. Mais attends, elle est pas libre, là? Alors, elle, oui. Donc, Carla, elle est entrée en prison. Elle va enfin demander le divorce une fois qu'elle est rentrée en prison. Ouais. Elle est sortie en 2005. Oui, voilà. Elle a purgé sa peine. Elle s'appelle Leanne Teal. Ouais, je dis son prénom. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Voilà. J'imagine ton mari. Donc, il y en a qui vont dire que Carla était plus psychopathe que Paul, parce que c'est quand même sa sœur qu'elle a tuée. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, quand ils ont fait la démarche en arrière, quand elle a été questionnée par la police, ils vont noter qu'elle porte un montre Mickey Mouse qui ressemble fortement à celui de une des filles qu'ils ont tuées. Non, qui est certainement. Oui, je pense aussi. Soyons clairs. Mais voilà. Les parents de Carla vont pas parler à la presse. Bon, c'est des gens compliqués eux-mêmes, mais l'autre fille qui s'appelait Laura va changer de nom. Et par contre, la seule chose que le père dira aux médias, c'est que quand elle est sortie de prison, il dit qu'il n'attendait pas à l'extérieur de la prison pour la saluer. Voilà. Donc, il y a d'autres histoires sur Carla, mais bon, je sais pas l'histoire principale. Paul, il est toujours en prison, heureusement. Et voilà l'histoire du Ken et Barbie Killers. Mais cette histoire moi, c'est pareil. Une des premières histoires où je me souviens de couples tueurs, dont je me souviens. Et en fait, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est quand des gens se rencontrent comme ça, et ça, il y a tout qui pète. C'est ça. Et en plus, tu vois, quand j'ai pensé exactement la même chose, tu pensais que ça serait de la drogue ou quelque chose où vraiment ils sont déchaînés. Mais il y a vraiment 2 personnalités, 2 personnes abusées, déviantes. Tu vois, ils ont des histoires d'enfance assez similaires. Oui. Et qu'en fait, une fois qu'ils se rencontrent, ça éclate. Complètement. Et là, ça devient des choses terribles, quoi. Et c'est ça. Et c'est très fascinant, ce genre d'histoire. Et il faudrait qu'on en fasse d'autres parce qu'il y en a plein. Bon, écoute, voilà. Donc, mon première histoire, vraiment, pour moi, assez... Ah, je suis fière de toi. Merci. C'est quoi un petit chin, là? Ah, ça valait le coup. Ça valait le coup, vraiment. Je suis pas rentrée dans les détails. Il y a un enfant au milieu du viol et tout, c'est dégueulasse. Je suis très fière. Ah, tu me dégoûtes. Pardon, excuse-moi. J'ai tout le temps des allergies. C'est dur d'essayer de pas la avoir. Mais non, tu me dégoûtes parce que ton histoire. Ah, je pense que c'est... C'est pas compris. Non. All right, your turn. Allez, alors, moi... Je vais parler d'une affaire que toi, tu connais très certainement parce que ça s'est passé en Californie. Et il y a beaucoup de tueurs en Californie quand même. Putain. Vous avez de la chance. Hein. et aussi, ça a amené un certain mouvement pour cette personne qui a été très connue. Ah, are you really going to do Charles Manson? Non. Ah, je le déteste. mouvement. Non, mais Charles Manson m'insupporte, donc je ne pense pas le faire. Ça m'insupporte. Ah, il m'insupporte. Quand je dis son mot, comme ça. Je ne pense pas plus. Charlie, déjà le mec il s'appelle Charlie, donc déjà à partir de là, moi, toute les gens ils aiment dire Charlie. Charlie, ça donne envie. Oh, c'est beau, tu vas faire ça sur un t-shirt? Oui, Charlie, ça donne envie. Pour Noël, bientôt. Avec la tête de Manson derrière. Non, your head. Non, Manson sera plus vendeur. C'est notre premier. Peut-être ce sera notre merch. Ah oui, Charlie, ça donne envie. Voilà. Putain. Vous venez de l'apprendre en exclusivité. Allez. Une autre boulot pour toi. Mais c'est ce que j'allais dire. Maintenant, faut le faire, connasse. Donc non, je vais parler de Betty Broderick. Ça me parle pas comme ça de nom, non, mais vas-y. Alors, je t'écoute. Si certaines personnes ont Netflix, vous avez peut-être entendu parler de Dear John. Ah, je vois exactement maintenant. Voilà. Tu es coincée. Désolée, je suis un peu coincée, mais c'est pas grave, je reste comme ça. Ah, hop, voilà. Donc, je vais parler de Daniel et Betty Broderick. Donc, Daniel T. Broderick III, le 3e de son nom, est né à Pittsburgh en 1941. Donc, il est l'aîné de 9 enfants, on s'en fout. Apparemment, il avait un père qui était très strict, on s'en fout aussi. Elizabeth Betty Bisceglia, 3e de 6 enfants, née d'une mère d'origine irlandaise et d'un père d'origine italienne. Alors, ces Irlando-Italiens ou ces Italo-Irlandais... Ouais, ça aurait été grande famille. Hein. Grande famille. Donc, elle a grandi à Eastchester, New York. Oui, je sais, on n'est pas en Californie encore. Calme-toi. Je sais même pas, c'est Eastchester. Eastchester. OK. Daniel, âgé de 21 ans, et Betty, âgée de 17 ans, se sont rencontrés lors d'une fête à South Bend, dans l'Indiana. Il y a beaucoup. Cet épisode, c'est de la géographie. Ouais. Voilà, vous allez voyager, laissez-vous faire.
où Betty est venue pour assister à un match de football de Notre-Dame, ou en anglais Notre Dame. Notre Dame. Ok, je l'avais pas. Non, c'était loin. Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. Donc, selon les mémoires de Betty de 2015, Dan s'est présenté en écrivant, je pense, Daniel T. Broderick III, MDA. Oh, barf. Le mec, quoi. Sur une serviette en papier qu'il lui a ensuite remis. Apparemment, elle disait, à l'époque, on parlait pas de harceleur, mais en gros, c'est vraiment ce qu'il a fait pour m'avoir, quoi. D'accord. Donc, à l'époque, Dan était étudiant en médecine à l'université Cornell et Betty était dans des études pour la petite enfance. Mm-hmm. Donc, elle a eu son diplôme là-dedans. Le 12 avril 1969, Dan et Betty se marient. Donc, après leur lune de miel dans les Caraïbes, le couple, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui ne roule pas sur l'or, emménage dans le dortoir de l'école de médecine de Daniel à Cornell. Et Betty note des changements immédiats dans la dynamique de leur couple. Elle dit, pendant notre relation amoureuse, j'avais mon propre argent, ma propre voiture, je vivais chez mes parents, etc. Mais j'avais une certaine liberté. Après le mariage, c'est lui qui gérait tout. Les comptes en banque, les chèques de paie. En gros, je devais plus ou moins faire ce qu'il disait. Donc forcément, lune de miel, 1 ou 2 cocktails plus tard, elle tombe enceinte. Mm-hmm. Et elle travaille comme enseignante jusqu'au jour où sa première fille, Kimberly, est née. Dans ses mémoires, d'ailleurs, Betty affirme avoir été enceinte 9 fois en 10 ans. Wow. Ouais. Donc, pendant les études de médecine de Dan, Betty, donc ça coûte cher. Tu as bien compris qu'il roulait pas sur l'or. Donc Betty soutient son mari comme elle peut, c'est-à-dire elle continue de travailler, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle fait le ménage, etc., etc., etc. Donc Dan peut se consacrer corps et âme à ses études. Il obtient son diplôme de médecine de l'université Cornell. Donc là, on est content, tu te dis... C'est une très grande école, donc là, logiquement... Ouais. Après, je ne sais pas ce que c'était à cette époque-là, mais là, aujourd'hui, quand tu sors, à mon avis, aujourd'hui de Cornell, tu dois avoir, si tu n'as pas eu des parents ultra riches ou des super... des dettes de malades, Ouais. mais à des millions. Hein. Ah bah, donc là, tu te dis, ils vont pousser un petit soupir de soulagement. Ça y est, maintenant, on va pouvoir s'y atteler. On va pouvoir un peu sortir la tête du trou. Pas forcément riche tout de suite, mais bon. Mais oui. sortir un peu la tête du trou, comme on dit, pas du tout, parce que c'est pas une expression. Oui, parce que là, du coup, ils étaient soutenus par un travail de Betty, alors. Complètement. C'est elle qui a aidé Daniel à avoir son diplôme. Oui. Mais que nenni, il se dit, non, j'ai pas envie de faire médecin. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc il se dit, je vais aller faire du droit à Harvard. Évidemment, quelqu'un de très intelligent déjà, tu te dis. Il me saoule. Il va te saouler pour longtemps. Ouais. Donc, il fait des études de droit à Harvard. Donc Betty fait, il n'y a pas de problème, je continue de soutenir, je suis là je suis là. Tu te rends compte d'être aussi généreuse, parce que toi et moi, on n'est pas. Hein. Ah, non, jamais de la vie, je vais faire... ma gueule. Là, on te parle de 15 ans d'études où tu bosses et tu fais les enfants et le gars, il va lire ses petits bouquins à la bibliothèque tous les jours. Ça va. Non. Mais Betty dit oui. Donc, elle soutient la famille en faisant des petits boulots, en enseignant. Elle vend même des produits Tupperware, en gros. Ils ont une deuxième fille, Lee, qui naît en juillet 71. Je peux juste intervenir parce que les ventes de Tupperware, alors c'est un truc qui me fait encore délirer. En fait, génial. Les femmes se réunissaient pour regarder différentes boîtes en plastique. Fantastique. J'en avais fait, moi, même à mon époque. Moi, je devais avoir 10, 11, 12 ans. La maman d'une de mes copines en avait fait une, pas ma mère, elle ne trop pas dans ce trip. Et j'y étais allée, on a regardé des trucs pour couper des melons ou pour mettre des melons, etc. Génial. C'est ouf qu'on a fait ça. Mais tu te souviens sur les marchés avant, en tout cas en France, sur les marchés, tu avais des gens qui vendaient ce genre de produits, genre. Mais ils le font encore dans les marchés de Noël. Ouais, c'est génial. Fun, ouais. J'adore. Oui, mais bon, des femmes se réunir autour des boîtes en plastique, c'était quand même bizarre. Après, elles sont réunies autour de sextoys, mais. Oui, on a évolué. Bah oui. Donc, faculté de droit de Harvard, il obtient son diplôme et il décide de combiner ces deux domaines d'expertise et il se consacre dans une carrière d'avocat spécialisé dans les erreurs médicales. Ah, bon, ça a du sens quand même. Bah oui, complètement. Donc, tu te doutes que Dan est un peu égocentré. Donc, un petit exemple, quand Betty commence le travail d'accouchement, en gros, elle commence à accoucher de leur troisième enfant, Dan était en train de skier avec des amis et elle dit qu'il était en colère parce qu'elle lui a gâché son premier voyage de ski qu'il avait pu prendre depuis des années. I'm so not surprised. Enfin, j'ai vraiment, ça va parfaitement avec les narcissistes égoïstes. Ce fils-là, donc le troisième enfant, est décédé peu de temps après sa naissance, n'a jamais été nommé.
Donc, plus tard cette Donc, année-là... elle vit l'accouchement seul, le gars Et est pas là et le et la bébé mort meurt peu de temps après. Voilà. Putain. Donc, Wow. superbe vie, hein, on adore. Dur. Plus tard cette année-là, Betty a tenté de se suicider pour la première fois. Évidemment, elle dit, je me sentais complètement piégée, coupée de ma famille, je voulais échapper à tout ça. J'avais 23 ans, je pouvais pas envisager des décennies de cette existence. Donc, 2 ans après que Dan ait terminé un stage à Los Angeles en 73, les Broderick ont fait leur déménagement sur la côte ouest. Donc, Daniel obtient un poste dans un cabinet de San Diego. Et là, ça pète tout. Là, ils ont une vie très aisée, ils habitent à La Jolla, enfin, ils sont vraiment... L'argent coule très, très, très vite. Oui. Donc, cette année-là, également, Betty subit le premier de ses 2 avortements. Et en fait, parce que Dan, il voulait pas discuter d'une contraception, en fait. Pour lui, c'était niette. Donc, c'est comme un peu... Donc, c'est Betty qui doit faire un avortement à chaque fois que Dan... décide d'avoir un petit coup derrière. D'accord. Donc, pas devant. Ou devant. C'est pas comme ça qu'on fait les bébés, Charlotte. Ah, mais je sais pas, moi. Donc, quelques semaines après leur installation dans leur maison de Coral Reef en décembre 75, Betty a donné naissance à, alors ça j'adore, Daniel Broderick, le 4e du nom, donc The Fourth, qui s'est surnommé Danforth. Hi, I'm Danforth. Quoi? Danforth. Attends, c'est quoi ça comme prénom? C'est de bien, Danforth. Et le gamin, il est en France pour apprendre le français. Bonjour, je suis Dan le 4e. Dan le 4e. Alors voilà. C'est très américain. Bah, c'est ridicule. Donc là, gros train de vie très décadent. Ils ont 5 véhicules. Ils font des voyages en première classe en Europe. Ils payent même pour les familles de leurs amis qui les accompagnent. En gros, des gens que j'aimerais avoir en amis. J'avais juste, même avant que tu l'aies dit, je te dis, ah merde, pourquoi j'ai pas d'amis comme ça? Moi, je m'en fous. Tu vois, après, ce qu'ils font, c'est leur problème. Claire. Moi, tant que tu me payes un petit trip là aux Bahamas pour gratos, ça va. Donc voilà. Donc tu vois un peu le train de vie. Donc, Rhett, le dernier enfant du couple, né en 79. Donc, grosse famille, 2 filles, 2 garçons. Grosse 2 filles, 2 garçons, c'est pas énorme hein, dans les années 70, mais c'est bien. Sûr. Voilà, c'est pas mal. Donc, tout ce temps, en fait, de leur relation, Betty ne s'est jamais sentie en danger par rapport aux autres femmes. Bizarrement, parce que tu te dis avec ce genre de personnalité. Oui, il est tellement imbu de lui-même. Oui, c'est ça, il est juste amoureux de lui. Jusqu'au moment où, en 82, Daniel rencontre Linda Kolkina. Donc, une ancienne hôtesse de l'air de 21 ans. Linda Coquina. Coquina! Coquina! Je n'ai jamais fait gaffe à ça. Donc, Linda Coquina, donc Kolkina, et qui est devenue une alternante, en gros, pour le bureau de forcément, Dan. c'est toujours la jeune alternante. Voilà. Et jusqu'au moment où il y avait une fête du bureau de Dan, en fait, avec tous les collègues, etc. Et elle a entendu son mari dire, en gros... elle l'a entendu dire à quelqu'un d'autre. En fait, elle a écouté sa conversation et je n'étais pas là, donc je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais en gros, ça se résume à sympa la petite coquine. Et ben voilà. Coquine. Hein. Je l'ai bien dit. J'ai bien dit. Il embauche Linda comme assistante personnelle. Vous voulez bien passer sur Personal services. Voilà. En 83. Donc Betty suspecte une liaison entre Daniel et Linda et elle donne un ultimatum à son mari pour qu'il la renvoie. Dan refuse de discuter, genre je ne vois pas que tu parles, c'est toi, t'es complètement folle. C'est bon, je pars au ski, t'accouches, on s'en fout, je pèse pas la secrétaire ça suffit, et voilà. En fait. Et en fait, il l'a fait passer pour une folle. Ben oui, gaslighting. Voilà, gaslighting. Tu vois le mal partout, c'est bon, ça m'énerve, ferme ta gueule. En novembre 83, Betty tente de se suicider pour la 2e fois. Elle se taillade les poignets et prend des pilules. Oh, pauvre Betty. Voilà. 2 semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Dan. C'est ses 39 ans. Betty, ça va mieux. Elle dit, vas-y, je lui fais une surprise. J'arrive au bureau avec des ballons, machin. Bon anniversaire, mon chéri. Betty passe au bureau. Et quand elle arrive, elle voit qu'il y a plein il y avait une fête. Mais il n'y a pas son mari. Et là, la secrétaire lui dit, ah, je suis désolée, Dan et Linda se sont absentés pour la journée. Le secrétaire a bien voulu qu'elle entende ce qu'elle a voulu entendre. Hein, voilà. Parce que tu dis pas ça en tant que secrétaire. Tu dis, les deux sont partis ensemble, elle regarde droit dans les yeux. Comprendre le truc, quoi. Je pense que c'était ça. Donc, Betty rentre chez eux et brûle tous les vêtements de son mari devant les enfants. Waouh, Betty, quand même. Hardcore. Ouais. Mais Betty, on va voir qu'elle était hardcore, en fait. C'était pas... Enfin, elle avait aussi... Bon, aussi non, parce que c'est... Ouais, clairement, elle a une obsession avec Dan. C'est tout le problème de cette affaire. Le 3e. Voilà, donc...
À ce moment-là, en fait, ils ont des travaux dans leur maison principale, donc ils décident de louer une deuxième maison, en fait. Et ils disent, c'est le bon moment, on va vivre un peu séparés parce que ça va pas là en ce moment. Donc Betty est dans la maison de location et Dan dans la maison principale. Ah, donc elle sait où le trouver. Voilà, exactement. Après le départ de Daniel, Betty, en fait, à la base, elle a la garde des enfants. Et Parce qu'il le fait pas. Non, mais en fait, ils sont en instance de divorce. En fait, dans le processus de divorce, forcément, ils donnent à la mère. Et en fait, la Betty dépose les enfants, mais genre, elle en dépose un devant la porte de Dan, mais sans toquer, sans sonner, elle laisse les affaires, elle le laisse devant et elle dit rien et elle se casse. Ok. Et en fait, elle voulait que Dan, plus il est d'enfants avec lui à s'en occuper, dise « Ah ouais, non mais je me rends compte de tout ce qu'elle faisait, effectivement, je vais rentrer. » Si seulement ça marchait comme ça. Voilà. Parce que moi, je vais te dire, moi, je laisse mon enfant toute la journée, on va pas réaliser toutes les choses qu'il y a à faire. Mais non. On va juste dire que c'était super chiant et tu comprends pas, quand ils sont avec moi, c'est plus difficile et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu es là en train de dire, mais j'ai fait ça, tout ça calmement, hein, tous les jours. Hein. Et en fait, c'est ça. C'est pas me plaindre de la vie familiale, là, le podcast. Non, mais c'est ça, en fait. Mais c'est tellement pareil pour tant de femmes. Voilà. Et du coup, c'est pas du tout ce qui se passe. Dan fait, OK, bah, je garde des enfants. De toute façon, je pense qu'il a assez d'argent pour avoir de l'aide. Bref. Donc, il n'y a pas d'aide aux États-Unis. Hein. Non, mais parce qu'il peut le payer. Non, oui. Pas d'aide financière, de l'aide. Oui, il peut payer. Voilà, de l'aide. Il a assez d'argent pour avoir de l'aide. Ouais. Et du coup, il fait même des restraining orders, donc des ordonnances pour Betty, en fait, qui empêchent d'approcher son mari, de l'approcher, et empêche d'entrer dans la maison de Coral Reef. Mais Betty, même avec une ordonnance du tribunal, a continué de le faire. Et son comportement devient erratique, devient violent. En fait, elle rentre une fois dans la maison alors qu'elle n'a pas le droit, il y a les enfants, et puis elle voit une tarte à la crème, genre de Boston. Et elle dit, c'est quoi cette tarte? Et puis les enfants, ils n'ont pas fait gaffe, ils se font, ah, ben c'est Linda qui a fait le gâteau préféré de papa. Oh putain, ouh, là tu prends une flamme, voilà. Il y a du gasoil, et là tu as... Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'aime bien la tarte de Boston, par exemple. Voilà, bah écoute, c'est la préférée de Dan. Boston cream pie. C'est exactement ça. Et c'est la préférée de Dan. Et du coup, elle a fait, OK, flamme, gaz. Elle a pris la tarte, elle l'a étalée sur tous les... elle a étalé sur tous les vêtements dans le dressing. Elle a fait, tu la vois, ta cream pie. Donc, il vient juste de refaire sa garde-robe. Ouais, voilà. Et ben, donc elle a fait tout ça. Enfin, Pop Dan, je m'en fous de Dan. Elle brise un miroir, elle fait des trous dans le mur, elle peint les rideaux, enfin, elle fait n'importe quoi. She's a woman, what's the expression? With something. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'est une femme qu'on n'aurait pas dû croiser, quoi. Voilà. Et aussi, ce qu'elle fait beaucoup, c'est qu'elle laisse des messages sur le répondeur. Donc, où elle est très insultante, elle dit des gros mots, elle y va à coup de fuck. Elle fait « Are you with your whore ?» Genre, est-ce que tu es avec ta pute? Est-ce que tu es avec ta pute? Enfin, que des trucs comme ça. Et elle en laisse beaucoup jusqu'au moment où même ses enfants disent « Est-ce que tu peux arrêter de faire ça? Parce que nous, on les entend, quoi. » Ah ouais. Non, c'est horrible. Et en fait... Betty, elle a vraiment pété un plomb. Elle a pété un câble. Et elle dit « Je m'en fous, c'est ma maison, c'est mes enfants, j'ai rien à carrer, blablabla. » Donc, en septembre 85, donc Daniel a entamé la procédure de divorce. Ce divorce a fait toute l'actualité de l'époque à San Diego parce que toute la communauté juridique de cette ville a coopéré avec Dan dans sa campagne. Bah oui, il avait... C'est avocat et médecin, il connaissait tout le monde. Et Betty, c'est une femme au foyer. Et elle avait même du mal à trouver une aide juridique compétente, en fait, parce que personne ne voulait la soutenir. T'as donné toutes ces années de ta vie, t'as fait ça, et le gars, il est tellement égoïste et narcissique, il peut même pas te donner un divorce, adéquat. Il lui doit quelque chose quand même. Alors, justement, donc là, on en est au système où, en fait, Betty avait quand même une pension mensuelle. Oui, mais de combien? Il a dû la réduire au maximum. $16,000. Ah oui, donc ça va. Et on est dans quelle année, là? Les années 80? Ouais. Ah oui, ça va. 85. 16 000. Moi, je vis amplement sans $16,000 dans les années 80. Moi, je vois le chiffre aujourd'hui. Hein. Ah, mais ça va. Non. Est-ce que Linda a besoin de l'aide pour préparer ses cream pies? Betty, attends, calme-toi, Betty. Alors, $16,000, même en 2023, $16,000 par mois, je suis bien. Je prends. Très bien. Je prends, et franchement, mais je coiffe Betty, Linda. Je lui ai dit, tu veux quoi, ma chérie? Tu coiffes quoi? La tête? Mais, voilà. Donc, elle avait $16,000 plus la maison. Ah oui, non, ça va. Oui, ok. Je reviens sur ce que j'ai dit. Là, Betty, t'es un peu... Voilà. Donc, Daniel, il se sent un peu, acculé.
espèce d'acculé, Acculé. Je comprends pas le verbe. Ils se sont acculés. genre cornered. Ah, ouais, ok. Voilà, et donc il instaure un système de pénalité qui impacte les chèques de pension mensuels de Betty. Donc à chaque fois que Betty, par exemple, rentre dans la maison alors qu'elle n'a pas le droit, à chaque fois qu'elle laisse un message sur le répondeur, il disait j'enlève $100 pour chaque mot obscène. Alors, sérieux, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu le programme Netflix qui était, tu Dear sais, John. Récréation Dear John, mais je me souviens pas qui a joué les rôles, mais quelqu'un de connu, c'est pas Christian Christina Slater. Applegate? Ah, Christian Slater. Yes. Et c'était qui, Betty? C'était, je vais le retrouver. J'adore cette actrice. Et en fait, c'était que, oui, il passe vraiment pour un mec huileux, dégueu, etc. Mais en fait, en vrai, il n'était pas un bon mec. Mais il a essayé de la faire comprendre par des façons légaux que ça allait pas passer, C'est quoi. ça. Et Écoute, ça ne marchait pas parce $100 que par jour? par chaque mot obscène qu'elle utilisait. oui, mais tu $250 à chaque fois qu'elle posait le pied sur la propriété, $500 à chaque entrée dans la maison et $1000 à chaque fois qu'elle prenait un des enfants sans sa Et il permission. a réussi à faire acter ça légalement? Ouais. C'est ouf, quand même. Et à un moment donné, elle lui devait $1300, ce qui est rien. À mon avis, c'est pas légal, hein, ça. Ça me choque. quand Alors, même. de mettre toutes mes études à Harvard dans le droit. Non, c'est un peu de l'abus, en fait, qu'on lui fait encore une fois. Mais tu vois? c'est ça. Et en fait, C'est- toute cette histoire, c'est... J'ai changé d'avis vite fait là. On fait que changer d'avis. Ouais. C'est ça qui est fascinant avec cette histoire et je vais t'expliquer après ce qui s'est Ok. passé. Donc elle a été également emprisonnée pour outrage au tribunal 2 fois. Donc Betty, elle pète des câbles et rien à foutre. Mm. En février 86, Daniel vend la maison de Coral Reef sans la permission de Betty et emménage dans un manoir. Donc dans le quartier Balboa Park avec Linda. Mais il ne peut pas évidemment échapper au harcèlement de Betty. Betty, elle a défoncé la porte d'entrée avec sa Jeep. Ah ouais, quand même. C'est beau ça. Xav, une fois, il a garé notre voiture, un Ford, dans notre maison, mais il n'a pas fait exprès. Dans la Mais- maison, comment ça? Il a Je sais niqué un pas, il mur faut lui demander. En fait, moi, j'étais en haut, j'étais dans le salon, tu sais, notre chambre Ouais. était en bas. Il dit, ça, viens. Et moi, je descends, et la voiture était dans la maison. En fait, il voulait se garer en parallèle, mais vraiment très, très, très près. Et là, la voiture était dans la maison. Et là, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, mais t'es hyper près, là. Et il me fait, mais aide-moi, rigole pas, comme tu fais. Voilà, première réaction Bah oui. normale, pour ma part aussi. Et j'ai dit, mec, là, t'es dans la maison, tu vas te toucher quand tu vas sortir, je sais pas comment télé. Bon, elle était abîmée, cette voiture, c'était pas très Voilà. grave. Mais bon, il était très près. Comme disait Iago dans Aladdin, trop près, beaucoup trop près. Trop près. Donc Daniel dit, donc j'ai ouvert la porte pour essayer de la tirer dehors de sa Jeep où elle a défoncé la porte et en fait, alors qu'il essayait de la sortir de la voiture, elle sort un grand couteau de boucher dessous le siège. Donc ça va pas trop, tu vois. Non, Betty is losing it. Losing the mind. Donc, suite à cet incident, Dan a réussi à la faire interner pour 3 jours. Moi, j'aurais dit 3 mois minimum, mais bon, c'est pas grave. Donc, en janvier 89, le divorce est finalisé. Donc, à la suite de ça, Betty, forcément, tu te doutes, perd la garde de ses enfants et a également reçu beaucoup moins d'argent dans le règlement mensuel de à quoi elle Oh, ça s'attendait. doit être terrible ce qu'elle reçoit maintenant. Ben non, c'était pas terrible parce que c'était genre avant c'était 16 000 et maintenant c'était 10 000, tu vois. Enfin, Ça va, non, quand même, vraiment. merde. Non, elle avait le droit aussi de garder une maison. Enfin, elle a eu ce qu'il Ouais. fallait. Vraiment, elle a eu ce qu'il fallait. Donc, juste après que le divorce soit prononcé, donc le 22 avril 89, Daniel et Linda décident de se marier sur la pelouse devant leur Oh maison là 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 de là. Balboa Park. Là, ça devient la folie. Voilà. Donc, à ce stade, Betty avait déjà menacé de tuer Dan. Elle laissait des messages vocaux en disant « Tu me rends folle, je vais te tuer, tu verras, nanana. » Donc, craignant que Betty ne décide de s'inviter, genre wedding crasher, il embauche des gardes de sécurité et les amis de Dan lui ont même proposé de porter un gilet pare-balles pour son propre mariage. Oui, tu vois quand même à Où quel ça va. point où elle était En fait, c'est ça. allée. Elle hein. avait une arme. Non, les deux Ça avaient va leur pas. faute, mais Et quand même, il a ça pas va pas. voulu, voilà, il a pas voulu porter de gilet pare-balles pour son mariage. Ce que je peux comprendre, ça te grossit sur les photos. Moi, je comprends. Ben, clairement. Donc, le 5 novembre 89, vers 3-4 heures du matin, Betty vole le double des clés de sa fille de la maison de Dan et Linda et s'introduit dans la maison. Elle monte dans la chambre du couple qui est en train de dormir et là, elle tire. Donc, elle tire d'abord sur Linda, elle lui met 2 balles dans le corps. Linda meurt sur le coup.
Dan réussit à survivre, donc il se sort du lit difficilement, il se vide de son sang. Hein. Il essaye d'attraper le téléphone pour appeler les secours, mais Betty arrache le téléphone du mur. Et apparemment, pendant qu'il se vide de son sang, il aurait dit à Betty, tu m'as eu, je meurs. I'm dead, il lui a dit quoi. Genre, selon son témoignage, Betty avait apporté l'arme à feu pour les faire écouter. Ouais. Genre, listen to me! Et ensuite, elle voulait se suicider. C'était le plan à la base. Parfois, les plans, ça marche pas. Et là, le plan a clairement pas marché. Et après, quand elle essaye d'expliquer ce qui s'est pas... Pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait, elle essaye d'expliquer ce qui s'est mal passé avec son plan initial. Donc, son plan initial, c'est j'apporte l'arme pour tout le monde meurt. Qu'ils écoutent. Non, le plan initial, c'est le deuxième je prends un gun, écoutez-moi. Ouais. Écoutez-moi, on va discuter avec le gun. Et en fait, elle a dit, ils ont bougé, j'ai bougé, c'était fini. Oh, Betty, tu es en série, pas trop. Pas fifou. C'est bien qu'elle va s'arrêter. Il a bougé, là. J'avais dit, on jouait à 2-3 soleils, oui, il a bougé, il a perdu. Là, c'est la voix de la fête foraine. Il a bougé. Alors, le deuxième tournoi des turbomoteurs. Turbomoteurs. Je sais pas, ça s'appelle comment, les voitures là, tampon? Autotamponneuse. Turbomoteur. Voilà. Donc, dans les interviews qui ont suivi ces meurtres, Betty s'est présentée comme la victime de Daniel et de Linda Colkiner. Elle peut pas se voir autrement. Bien sûr. Elle dit, la seule chose que je faisais ce matin-là était de faire cesser ça. Elle voulait que ça s'arrête. Elle dit, j'avais pas de loi pour moi pour me défendre contre ce genre d'agression. Il me tuait et il le faisait en secret. Donc, c'est pour ça que Betty plaide le syndrome de la femme battue. Et en fait, quelle est la différence entre le syndrome de la femme battue et la légitime défense? En fait, la légitime défense, dans le droit, on dit qu'on est dans un danger immédiat et qu'on peut donc tuer pour se défendre et pour se sauver. Et en fait, le syndrome de la femme battue, c'est différent dans le sens où c'est sur plusieurs années, quelqu'un qui te pousse à bout, qui t'agresse, des micro-agressions, du harcèlement moral, etc., et que ça te pousse à certaines choses. J'en doute. Mais c'est pour ça, quand tu écoutes l'histoire, non, tu l'entends. Le mec qui part au ski et que sa femme accouche et son bébé qui sera mort après et que le gars lui gaslight et lui blâme qu'il a ruiné ses vacances. Tu le sens en tant que femme, ou peut-être il y a des hommes qui sont abusés aussi dans les relations, tu le sens si profondément, so unfair. Oui, c'est pas juste. C'est injuste. Cette injustice profonde qu'elle a dû vivre, alors qu'elle payait ses études, qu'elle acceptait tout à la maison, qu'elle travaillait, que c'est au plus profond de toi-même. Tu te dis, ce mec-là, il a pas bien fait. Et quand, plus tard, il a avoir une relation extra-conjugale, il a le droit. Mais tu comprends aussi le désarroi d'une femme qui n'est qu'une femme au foyer, qui a tout donné et qui ne sait plus gérer. Et qui a des antécédents, elle a perdu un enfant, elle a tenté de se suicider, elle a jamais eu les soins qu'il aurait fallu pour qu'elle en redevienne plus forte. C'est exactement ça, en fait. Toute cette affaire dit que c'est le syndrome, en fait, de ces femmes qui ont tout donné pour la carrière de leur mari, qui sont occupées de la maison, qui voulaient avoir une carrière, mais qui n'ont pas pu avoir de carrière parce qu'elles ont soutenu leur mari, qu'elles étaient bonnes femmes au foyer. Et que le mari finit par avoir du succès. Et en fait, elle a dit de Linda, par exemple, parce que Betty, elle a vieilli, forcément, avec les années, elle vieillit comme tout le monde. Oui. Et elle disait, il a trouvé juste une femme comme moi, mais plus jeune. Parce que Betty, c'est peut-être vrai, hein. Betty était une femme très très belle dans sa jeunesse. Elle était vraiment vraiment belle. Après, elle vieillit. Et Linda, très belle femme également, blonde comme Betty, le même style de beauté comme Betty. Enfin, vraiment, on dirait vraiment Betty jeune. Donc c'est pour ça que ça a dû la rendre encore plus dans son délire. Ça a pas dû l'aider, quoi. Donc en 90, Betty plaide non coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre. Pour elle, elle ne les a pas, c'est pas du meurtre. Donc son premier procès, donc en 90, se solde par un non-lieu parce que le jury était comme nous, en fait, divisé sur le caractère prémédité des actes. Ouais, mais j'étais peur pour le prochain parce que là, en 91, à l'âge de 44 ans, Betty a été reconnue coupable de 2 chefs de meurtre au 2e degré. Elle est coupable. Oui, techniquement oui. Et condamnée à 32 ans
Ouais, mais bon, 32 ans à encore une perpétuité. fois, voilà ce qu'on en dit. Là, le violeur, etc., 6 mois. Enfin, il y a des Oui, trucs qui sont c'est aberrants. pas Et logique. là, une femme, elle tue son mari avec tous ses antécédents derrière je et suis pendant d'accord. 32 ans. Je suis d'accord. Là, À le gars, perpétuité. Paul Bernardo, mon propre histoire, il a tué 3 filles, il en a violé 11. Il est susceptible de sortir au bout de 25 ans. Oui. Dis-moi qu'elle est sortie, au moins. Alors, après le verdict de culpabilité, Betty a été incarcérée à l'Institut pour femmes de Californie, où elle se trouve encore aujourd'hui. Putain, voilà. Attends, elle est condamnée et là, elle y est encore. Donc, ça Ouais. fait bien plus que 35 ans. Ouais. Ou 32, ou je sais pas. Bah, c'est ça. Oh, je déteste faire ce podcast. Ça m'énerve. Non, parce que l'injustice est trop forte, est pas possible, est palpable. Donc là, encore une femme, l'État de la Californie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mises dans les hôpitaux psychiatriques et qui en fait ne verront jamais le jour parce que quelqu'un a décidé qu'elles sont folles. Voilà. Donc moi, de tout ce que j'ai trouvé sur mes recherches, elle était encore en prison avant qu'elle soit sortie en scred. Alors, en 92, donc c'était 1 an après son accusation. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, j'ai vu sur. Elle a été interviewée donc à distance. C'était les premiers visios avant le Covid par Oprah Winfrey. Et là, elle disait donc elle interviewe depuis la prison. Ah. Et là, elle avoue donc d'avoir tué de ces gens, mais bon, elle parle de toute son histoire et c'est vrai qu'elle a l'air un peu erratique et c'est un peu particulier. En 2017, Betty s'est vue refuser la libération conditionnelle pour la 2e fois, qui avait été refusée déjà en 2010. Le procureur adjoint Richard Sachs a déclaré lors de l'audience « Betty Broderick est une femme non repentante ». Et il a plaidé contre sa libération conditionnelle. Et lors d'une interview en 2019 pour une série documentaire, Betty s'est décrite comme une prisonnière politique, en fait. Elle dit « Je remplis tous les critères de la libération conditionnelle. Ma date de libération conditionnelle était en 2010. Maintenant, je suis une prisonnière politique. Ils n'ont aucune raison de me refuser. » Je ne suis pas choquée du tout. Voilà. Et elle sera à nouveau éligible à la libération conditionnelle en 2032. Voilà, donc Paul, c'est super de raconter ces deux histoires côte à côte. C'est vrai. Parce que Carla Homolko, ou je sais pas quoi, elle est déjà libérée, tout fois, tout temps. Bon, elle a un peu menti, certes. Paul, lui, il peut être libéré en 2025 alors qu'il a tué 3 femmes, il a fait des trucs complètement sadiques. Enfin, c'est une terrible. Et elle, une femme détruite qui a tué son mari et son amant, elle en a pour 32, on la laisse pas sortir, on verra. Enfin, on la laisse pourrir. Parce que, il y a une injustice quand même. À chaque fois, enfin, on le voit à chaque semaine qu'on raconte des histoires. De toute façon, tu as un espèce de prisme tu vois la femme folle, hystérique et qui, du coup, dangereuse pour la société, et un homme qui agit sous le coup de la colère et sous le crime passionnel. Tu vois, quand on parle de crime passionnel, là, par exemple, pas une seule fois j'ai vu crime passionnel dans les articles. Tout à fait. Et tu l'as pas dit. Tu viens de le dire pour la première fois. Et parce que pour eux, c'est un meurtre prémédité au second degré. Alors que ça peut être un crime passionnel. Un homme, ça aurait été un crime passionnel. Il l'aimait trop, sa femme, son ex-femme. Il a agi sous le coup de la passion. De toute façon, l'historique des femmes emprisonnées ou des femmes qui sont mises dans des institutions oui, aussi. Contre leur avis. Alors, le dernier, c'est Britney Spears. Bon, je veux bien que Britney elle a peut-être des soucis médicaux, mais une femme qui gagne et qui fait des tournées mondiales pour des millions d'euros, mais qui apparemment a besoin d'être mise sous tutelle. Moi, j'ai lu son livre dès qu'il est sorti. Il est bien. Oui, parce que c'est hallucinant, parce qu'elle raconte quand même que vous avez vu tous ces musiciens qui sont complètement drogués, tous ceux qui se sont suicidés, tous les problèmes qu'ils ont eus, ils n'ont pas été mis sous tutelle. Britney a été mise sous tutelle pour s'être rasé la tête. Enfin, c'est quand même hallucinant. Oui, peut-être qu'elle prenait des trucs, elle a dit ouvertement qu'elle a pris des trucs ou qu'elle buvait un peu, mais être mis sous tutelle pendant 13 ans et toute ta fortune et ton emploi encadré par quelqu'un d'autre, c'est fou. Et ben voilà. Donc, c'est la différence de traitement homme-femme. Et c'est une chose qu'on verra, je pense, beaucoup au cours de nos affaires, malheureusement. Je sais, c'est très frustrant. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Regardez ces TikTok. Ouais, regardez mes TikTok, ça fait plaisir, ça fait zizir, comme on dit. Et abonnez-vous, partagez notre podcast autour de vous et mettez des étoiles et des reviews. Merci. Good night. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.